Alors bonsoir à toutes et à tous, mais écoutez, je suis très heureux de vous retrouver cette semaine de nouveau. Hein, voilà, on se retrouve donc à la synagogue de Neve Shalom, dans le 12e arrondissement de Paris, à la rue 106 avenue du Général Michel Bizot. Dans le 12e, on vous attend nombreux et nombreuses à ce cours. Voilà, vous êtes attachés pour ceux qui nous voient sur la vidéo ou la vidéo. La vidéo. Alors, Parashat Vaïgash. Parashat Vaïgash, après que Yosef se soit révélé à ses frères, vous voyez, vous avez vu que Yosef va se révéler à ses frères, il va dire Ani Yosef Aod Avichai, et à la suite de ça, c'est marqué la chose suivante. C'est marqué comme ça. Voilà. C'est marqué que Vayomer Yosef Elechav. Donc Yosef va s'adresser à ses frères. Il va dire Ani Yosef Aod Avichai, Velo Yachlu Natonen. Vayomer Yosef Elechav, Geshuna Ela Veyagishu. Donc en fait, il leur a demandé de se rapprocher de lui. Ils se sont rapprochés de lui. Vayomer Ani Yosef Achichem, je suis Yosef, votre frère. Hashem Machartem Moti Bemisraïma, que vous avez vendu, que vous avez vendu en Égypte. Ve'ata Alte Atzvu Ve'alicha Be'enechem. Ne vous attristez pas et ne soyez pas en colère contre vous-même, qui Machartem Moti, parce que vous m'avez vendu. Iné, qui les Michia. C'est pour vous nourrir en fait qu'Hachem a envoyé en Mitzrayim. Regardez le recul qu'a Yosef, ouais, il n'a pas de rancune vis-à-vis de ses frères, il n'est pas rancunier, vengeur, haineux. Il dit mais de toute façon ça avait été prévu par Hachem, il fallait que je me retrouve en Mitzrayim en Égypte. Voilà que ça fait déjà 2 ans qu'on est en pleine famine. Il va y avoir encore 5 ans, puisque c'était prévu 7 ans, 7 ans. C'est-à-dire 7 ans d'abondance, 7 ans de famine. Il dit là on a passé 2 ans. Il reste encore 5 ans où on ne pourra jamais ni charish, ni pouvoir labourer, ni pouvoir cueillir. Et donc Hachem il m'a envoyé ici la soum lachem sherit, ouais, pour que ce soit un secours pour vous, la chayot lachem, et vous nourrir les fletak de là pour de grandes choses. Ve'ata, lo atem shelartem oti hena. Ouais, c'est pas vous qui m'avez envoyé ici. Qui est Elohim? Donc en fait, il veut les rassurer en leur expliquant que ils ont fauté, mais c'était prévu que ça puisse arriver de cette manière. Ça veut dire, on va dire, que ce qui était prévu, c'est qu'il arrive en Égypte, mais non pas par la vente, ni par le kidnapping, ni par quoi que ce soit. Mais de toute façon, c'était un projet divin qui ne pouvait pas être occulté par qui que ce soit. C'est pour ça qu'il faut bien différencier entre la faute qu'ils ont fait d'avoir vendu et qu'Hachem, il a un logiciel spécial où il s'arrange. Il retombe sur ses pattes et de toute façon, il va se retrouver. Tu peux pas aller contre les projets divins. Donc ça sert à rien de penser qu'ils ont voulu casser ses rêves, mais ses rêves, ils se sont réalisés. Maharou ve'alou el avi. Donc pressez-vous et montez vers mon père. Vers Martem et là, dites-lui Kohamar bincha Yosef. A dit ton fils Yosef. Sameni Elohim Nadon. Hachem a placé ici comme maître. Le Chol Mitzraïm, dans toute l'Égypte, Vereda Elai al Ta'amod, et descends vers moi et ne te tiens pas, c'est-à-dire fais vite de venir. Veyashavta Berez Goshen, je t'installerai donc en pays de Goshen, Veita Karov Elai, tu te rapproches de moi. D'accord? Atao Banecha, Ubne Banecha, Vetsonecha, Ukarecha, Vecholachala, donc toi, tes enfants et tout ton bétail. Vekil Kalti Otecha Sham, et je te nourrirai là-bas. Qui est Ot Hameshanim Ra'av, parce qu'il y a encore 5 années de famine, qui est Pentivaresh, de peur que tu te flétrisses, Ata ou Petra, Vechol Asherlach, toi et toute ta famille. Venez Enechem Ro'ot, venez Achi Binyamin, ouais, qui pire Vedaver Alechem. Veigati Lahavi, El Kol qui vous dit, donc vous raconterez à mon père tous les honneurs qu'on me fait ici en Égypte, Vetkol Asheritem, et tout ce que vous avez pu voir, ou Merte Veoradetem et Avina, donc pressez-vous de faire descendre mon père ici. Donc on dit descendre, ça veut dire que RS Israël est au-dessus de toutes les villes, de tous les pays, donc on monte en Israël, mais on ne descend pas en Israël. Donc il dit, quand son père se trouve en Israël, il faut qu'il descende en Égypte. Vaïpol ad Savari Binyamin, donc il est tombé sur le coup de Binyamin, Vaïev, qu'il a pleuré. Ou Binyamin Bachad Samara, et également Binyamin a pleuré sur le coup de son frère. Vaïnachek Lechor Echad, donc il a embrassé tous ses frères, Vaïev Aleem, il a pleuré sur eux. Vacharen Dibru Echav Ito, et donc après tout ça, ils ont pu parler ensemble. Voilà ce qui est marqué dans le texte. Vakol Nishma, voilà que la rumeur est sortie. Bet Paro dans le palais de Pharaon, les morts en disant Baou Aché Yosef, ils sont arrivés les frères de Yosef. Vaïta Bene Paro, ça s'appelait aux yeux de Paro, Bene Avada, et aux yeux de ses serviteurs, ses ministres. Vayomer Paro Yosef, et sur ce Paro va s'adresser à Yosef en lui disant Et mort et la Checha, dis à tes frères Zot Asou, voilà ce que vous allez faire. Ta'anou et Birechem, allez charger vos animaux. Ulchou Baou Artsakenan, et venez depuis le pays de Canaan. Ukro et Avichem, prenez votre père, Vet Batechem et vos maisons, vos familles. Ou Baou Ela, venez vers moi, Vetna Alachem et tout Veretz Misraïm. Et moi je vous donnerai le meilleur de la terre d'Égypte, du pays d'Égypte. Vous mangerez le meilleur de la terre.
Donc qu'est-ce qu'il a ordonné qu'on fasse, Pharaon? Il a dit prenez des charrettes. Ouais, les tapechem pour vos enfants, ou l'inchechem et pour vos femmes, vous nsatem et avichem ou batem. Et vous porterez votre père et vous viendrez en Égypte. Ve'enechem al tachos al kelechem. N'ayez pas pitié de ce que vous avez pu laisser, tout ça, c'est pas grave. Pourquoi? Kitov kolares misrem lachem. Parce que tout le bien qui se trouve en Égypte, ça vous appartiendra. Donc, c'est pas grave si vous avez laissé les choses là-bas, en Algérie, en Tunisie, hein. Ve'asuken, Béné Israël, et ainsi on fait les Israël, donc les enfants de Jacob, Veitel Lahem Yosef à Galot. Et donc, effectivement, il leur a donné des charrettes. Alpi, Paro, selon l'ordre de Pharaon. Veitel Lahem, c'est là derrière, il leur a donné aussi des virtuailles, des provisions pour se nourrir en chemin. Ou le Kohen Natan le Ish Khalifot Smalot, donc pour tous, il a donné des vêtements, des vêtements de change, ouais, pendant le voyage. Ou les Binyamin Natan Shlosh Meot Kesef. Par contre, pour bien, il a donné 300 pièces d'argent. Son frère, d'accord, et lui, il avait 5 vêtements. Ouais, 5 vêtements. Il était tunisien, c'est connu, Youssef. Ou la vive Shalar Kazot, Asara, et donc à son père, qu'est-ce qu'il a envoyé? Asara Hamorim, 10 ânes, Von aussi Mitou à Mitzrayim, donc qui ont porté sur eux de tout ce qui était bon en Égypte, et Eseraton, des 10 chameaux, et 10 ânes, Nos Odbar, les Rechem, Mazon, la vive, qui portaient eux des céréales, du pain, etc., du mazon, de la nourriture pour son père en chemin. Vaishlach et Echav. Et donc il a renvoyé ses frères. Il dit surtout, ouais, ne vous disputez pas en chemin. Bon, mais Rachid expliquait comme ça. Ça veut dire quoi Altir gazou baderer. Rachid Kavdalet, il dit comme ça. Rachid dit Altir gazou baderer. Ouais, tit asku al tit asku bidvar alacha. Ne commencez pas à étudier des choses de la halakha, de la Torah, ouais, pour ne pas que vous vous trompiez, égariez dans le chemin. Ouais. Maintenant, la Gemara, elle dit, dans Tanit, elle dit que. Il commence à n'étudier pas la Torah en chemin, mais des Talmidei Chachamim, des gens étudiants, des gens érudits dans la Torah, ils étudient en chemin, ils s'étudient pas, c'est très grave. Ouais. Alors la Gemara dit oui, tu as raison, mais il ne faut pas étudier des sujets qui sont profonds. C'est ça qu'il a voulu dire. Étudier des sujets connus, voilà. Mais c'est comme si qu'il fallait tout le temps étudier la Torah, évidemment, en chemin, hein, c'est ça. C'est vraiment Al-Tirezouader, ça veut n'étudiez pas des choses qui vont vous préoccuper, ou vous prendre la tête et vous allez vous égarer. D'accord? Je veux absolument que vous arriviez à bon port en Israël, prenez mon père et ramenez-le le plus vite possible, et donc n'étudiez pas des sujets profonds. Voilà ce qu'il leur a dit. Mais évidemment, étudiez la Torah, évidemment. C'était une préoccupation qu'avait Yosef aussi. C'est ça qu'il leur a dit. Donc il a dit Al-Tirez derrière. Ensuite, Veyalou Misraïm, ouais, Veyavo, Eretz Kenan, Leavon, etc. Veyagidou Lo, elle est mort. Donc quand ils sont arrivés en Israël, donc ils sont arrivés auprès de leur père, Veyagidou Lo, les morts. Ils lui ont dit Od Yosef Chai. Od Yosef Chai. Encore, Yosef est encore vivant. Vechiou Moshe Bechol Eretz Israël. Et en plus, il est gouverneur de tout le pays d'Égypte. Tu vois ce qu'il a dit? C'est marqué Vayafag Libo. Et donc il a eu un choc, Yaakov Avinu, qui lo hemin lahem, il ne l'a pas cru. Pourquoi il ne l'a pas cru? Parce que ça veut dire quoi, Chai? Mais est-ce que vous croyez sincèrement que pour Yaakov Avinu, Chai ça veut dire vivant? Oui, vous savez, la Gemara dans Makot, elle a mis une dracha, que si quelqu'un... il a tué par accident. Vous savez, quelqu'un qui tue par accident, il doit se réfugier en ville de refuge. C'est vrai? Vachai. Et il devra vivre là-bas. Qu'est-ce que dit la Gemara dans Bakot d'Afioud? Que ça veut dire Vachai et vivra. La Gemara dit que si un rave, il a un élève à lui qui a tué par accident, il est obligé de partir lui et toute la yeshiva en ville de refuge. Parce que marqué Vachai, il faut qu'il vive. Est-ce qu'il peut vivre dans la Torah, cet élève qui a tué par accident? Non. Alors il faut que tout le monde s'en aille là-bas. Et l'Agma a dit, ah bah, c'est pour ça qu'un rave, il doit vérifier si ses élèves sont agounim, c'est-à-dire des gens corrects. Parce que tuer par accident, c'est une négligence. Et à cause de lui, on est tous obligés de retourner là-bas. Vachai, ça veut dire que vivre, ça veut dire vivre avec la Torah, c'est ça que ça veut dire Vachai. Donc ils ont dit, Yosef est encore vivant. Alors il a dit, ah bah, je suis content, ça veut dire qu'il est dans la Torah. Mais il dit, ouais, mais il est Moshel, il est devenu le gouverneur de toute l'Égypte. Ça veut dire qu'il a un statut politique très très important.
Carrément, il est devenu le roi d'Égypte, quoi. Ouais, quand Paro, il a dit Rak Akisek Dal Mimcha, il n'y a que le trône qui nous sépare, hein. Mais c'est toi qui dirige. On m'appelle le roi, mais je suis en rien le roi. C'est toi qui vas tout décider. Quand les paysans, ils avaient des problèmes, ils disaient mais allez voir Yosef. Il dit mais comment il a pu réussir à rester intègre dans sa Torah et être au pouvoir avec tout ce que tout ce peut comporter derrière. Ça veut dire il est parti, vendu esclave par ses propres frères, après il a passé des pérégrinations particulières, il vit dans un pays corrompu. Mais comment il a pu monter en grade et monter aussi haut dans la hiérarchie, un pays c'était l'Amérique à l'époque. Il est arrivé, imaginez-vous, président des États-Unis, quoi. C'est ça que ça veut dire, ouais. Mais évidemment qu'il a dû se corrompre, évidemment qu'il a dû perdre sa Torah, comment. Il a dit c'est ça, Vaïfaglibo. Ça veut dire qu'il a été très touché par ce qui lui est arrivé. Il a dit si c'est pour retrouver mon fils comme ça, c'est pas ce que j'espérais, quoi. Et donc il ne l'a pas cru. Il dit c'est pas possible que tu me dises qu'il est vivant et à la fois hein, qu'il ait pu avoir à vivre une situation qui normalement, il a dû tout lâcher, quoi. Toute la Torah, c'est pas possible. Et donc il est marqué Vayomer Israël. Alors donc qu'est-ce qui s'est passé? Et sur ce il est marqué Vayar. Et donc il est marqué Vayar et Kaagalot. Vaïdebru et lave, Kol d'Ivresé, donc Vayar et Kaagalot. Qu'est-ce qu'il a vu Comme il s'appelle Yaakov a vu, il a vu les charrettes. À Agalot. Asher Shalach Yosef, la 7 auto, que Asher Shalach Yosef, qui avait envoyé Yosef. Est-ce que c'est Yosef qui les a envoyés? C'est Paro qui a dit à Yosef de prendre ces fameuses charrettes et de les charger du virtuail, etc. Oui ou non? Mais là, il a dit non, il a vu les Argalot qui avaient envoyé Yosef. Vatechi Roach Yaakov Aviem. Et a revécu l'esprit de Yaakov Avinu. Qu'est-ce qu'il a vu de spécial? Hein? Alors? Parce qu'il étudiait avec Yosef. Hazak. Rachid dit comme ça. Il marquait Kol d'Ivra Yosef. Disiman Masar Lahem. En fait, Yosef, quand il a envoyé les fameuses charrettes, les Agalot, il a fait un siman, un signe. Aya Osek il a fait un signe parce que quand il a quitté son père, quand il lui a dit par Hachem retrouver tes frères, et puis là, ce jour-là, à partir de ce jour-là, il a pu retrouver son père, mais il venait d'étudier avec son père, il devait quitter son père à ce moment-là, il étudiait du sujet de Torah. Et qu'est-ce qu'il étudiait comme sujet? Parashat Egla Arufa. Un sujet qui s'appelle la Egla Arufa, la génisse. Ouais. C'est quoi cette génisse en fait qu'on sacrifie à ce moment-là? C'est quoi? Là-bas, la Torah dit que si quelqu'un, imaginez-vous, on a trouvé en chemin quelqu'un qui est mort. Ouais. Qu'est-ce que font les juges? Ben, ils essaient de voir quelle était la ville la plus proche du cadavre. La cadavre le plus proche. La distance la plus proche. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller voir les juges, les dayanim, les rabbanim, qui sont là, mais ils disent, mais j'ai pas compris, comment ça se fait qu'il est mort en chemin? Est-ce que vous l'avez bien reçu? Est-ce que vous avez fait l'hospitalité qu'il fallait? Comment ça se fait qu'il est sorti et il a été attaqué par des brigands? Est-ce que vous avez pris des précautions qu'il fallait? Voilà ce qu'on leur demande. Est-ce qu'il n'est pas mort à cause de vous? Alors ils vont dire, non, nous on a fait ce qu'il fallait, on l'a reçu, etc. C'est lui qui a décidé de partir, on est innocent dans cette histoire. Et ils vont prendre la Egla Roufa, ils vont la sacrifier. Cette fameuse génisse. La Egla, c'est une génisse. C'est-à-dire le veau, femelle de la vache. C'est ça une génisse. Ouais. Et qu'est-ce qu'il a envoyé? Aïgla Roufa. C'était un siman pour dire, c'est exactement là qu'on s'est arrêté d'étudier et voilà, je t'envoie un siman. Ce signe, en fait, c'était ça. Pour dire quoi? Mais comment 22 ans après, est-ce que vous vous rappelez de ce que vous avez fait il y a 22 ans? Est-ce que vous vous rappelez du cours que le Rav il a donné il y a 22 ans, vous? Hein? Hein? Mais quand est-ce qu'on se rappelle du limoud Il quitte son père, il est encore en train de il se rappelle exactement. D'abord, il se rappelle exactement ce qu'il a étudié avec son père avant de partir. Et de son père, il attendait de voir est-ce qu'il se rappelle de ce qu'il a étudié avant de partir. Pourquoi? Ben, mais pourquoi cette étude en particulier? C'est extraordinaire. Hein. Ça veut dire que la Torah est en train de nous dire que la Torah c'est tellement vital et que la mémoire est tellement sélective. De quoi vous allez vous rappeler en fait? Vous allez vous rappeler de l'essentiel, c'est vrai? Parce que votre mémoire sélective, c'est de mettre en avant ce qui est le plus important pour vous. Mais ce qui n'est pas très important, ça passe après. Disons que votre mémoire, elle risque même d'oublier carrément. Ah oui, j'avais rendez-vous, j'avais combien au bébé.
Ça dépend de l'intérêt que vous avez de rencontrer cette personne ou pas de rencontrer cette personne. Mais cette mémoire sélective, en vérité, c'est celle-là. Mais non, il faut absolument que Yosef il se rappelle de l'étude. Et s'il s'en rappelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il était en train d'étudier tout le temps. Ça veut dire qu'il a langui son étude. Ça veut dire qu'il a langui son père. Ça veut dire, vous avez compris, c'est ça que ça veut dire. Je veux absolument savoir. Parce que c'est pour moi, c'est ça veut dire chai. Qu'il est vivant, c'est pas qu'il est vivant et qu'il respire bien. Non, c'est est-ce qu'il est vraiment vivant. Parce que s'il se retrouve un enfant qui s'est perdu, qui s'est assimilé, c'est pas cet enfant que je recherche. Ça va? Ça veut dire que Yosef, quand il renvoie ça, le Midrash là-bas, les Havot de Rabbi Nathan, il dit, c'est un Midrash qui dit que Yosef, il étudiait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il révisait tout le temps ce qu'il avait à tuer avec son père, c'était quelque chose qui le préoccupait malgré tout. C'est pour ça qu'Hachem, il était toujours avec lui. C'est pour ça qu'il avait une bracha particulière. Parce que, malgré les difficultés qu'il avait vécues, parce qu'il a eu des épreuves incroyables, Yosef, mais il a gardé une priorité dans son cerveau. Laquelle? C'est l'étude de la Torah. Maintenant, si Yosef s'en rappelle, s'il se rappelle exactement de ce qu'on a fait ensemble, c'est que ça l'a préoccupé. C'est ça, il savait que son père attendait cette réponse. Il voulait savoir, pas s'il était vraiment vivant physiquement, s'il a retrouvé son corps, mais est-ce qu'il allait retrouver l'enfant et son âme. C'est ça qu'il avait peur. C'est ça, Vaïfaglibo. Il a dit, c'est pas possible, comment il a pu... Harry, tu me dis, il est arrivé Moshel, il est arrivé à être le gouverneur du pays d'Égypte, et on lui a dit, il a dit à ses frères, dites-leur que c'est moi qui gouverne tout, regardez le cavote que m'a fait Paro, etc., tous les honneurs que je vis ici, etc. Il dit, mais c'est de ça dont j'ai peur. J'ai surtout peur que tu te perdes, j'ai surtout peur que tu perdes toute ta Torah, tout ce qu'on a pu t'enseigner, sous prétexte que quoi, peut-être tu étais embarqué dans un Yitzhara extraordinaire que tout le monde espérait avoir, qui pour eux, ça aurait été un Yitzharatom, mais pour lui c'était son Yitzhara de dire, mais tu vas te perdre, et avec qui tu vas te marier, et tu vas tomber dans des travers incroyables. C'est de ça qu'avait peur Yaakov Avinu. C'est ça, Vaïfak Libo. Il les a pas cru. Il a dit, mais comment tu peux me dire Chai, et à la fois tu me dis qu'il est Moshel, il est gouverneur de toute la terre du pays d'Égypte. Et donc, quand il a vu la galotte, il va terrir Rouar. Et ça, son esprit revit. Et c'est marqué Vaïssa Israël. Vechol Hashalo, Beyavo, Be'era Shava, Veisbar, Sevachim, Lokim, Aviv, Eitrak. Et marqué Vaïssa Israël. Il a voyagé Israël. Vous avez vu que c'est Yaakov Avinu qui a retrouvé son esprit. Et là, c'est marqué Israël. Il a remercié Hachem, il a sacrifié un sacrifice pour remercier Hachem d'avoir retrouvé cet enfant, non pas comme pas parce qu'il a eu la bonne surprise de le retrouver vivant, mais vivant dans le bon sens. Et tout à coup, Hachem va lui parler. Vayemer Elohim et Israël. Bemarot alayla. Et là-bas, on explique que tant qu'il était triste, Yaakov, à l'idée que son fils avait disparu, Hachem ne pouvait pas résider avec lui. Ça veut dire qu'il n'avait aucune information qui venait d'Hachem à ce moment-là. Et là, il arrivait. Bemarot alayla. Ouais, c'est-à-dire qu'il est arrivé. Et là, Hachem s'adresse à lui, il lui dit, voilà, tu vas descendre en Égypte, je serai avec toi, je te protégerai. Il n'avait pas envie de partir en Égypte. Ouais, il a eu peur de se perdre là-bas aussi, lui. Ouais. Mais vous imaginez que la peur qu'avait Yaakov de descendre en Égypte, de peur de se polluer là-bas, mais l'autre, il est resté 22 ans de sa vie quand même. Il y avait de quoi avoir peur, c'est ça. Et là, il lui parle, il dit, t'inquiète pas, je te garderai, je te partirai là-bas, et tes enfants vivront là-bas. Donc, en fait, c'est là que tout le peuple juif va naître, en fait, vous avez compris, il va naître de cette descente en Égypte, où là, ils étaient 70 personnes, et c'est là que tout va démarrer. Mais ce qui est important que vous compreniez, c'est que c'était des choses évidentes pour les Havot, ouais, que la Torah était une chose évidente, ça veut dire que ça fait partie des priorités, de la priorité, c'était l'étude de la Torah, et c'est la pratique des mitzvot, c'était la priorité des priorités. Que tu deviennes le premier ministre, ou je sais pas, ou tu deviennes l'homme le plus haut placé dirigeant de l'Égypte, ça n'intéressait en rien Yaakov Avinu. Et c'est même pire que ça, il a eu très peur qu'arrivé de si haut, il a dû faire des concessions, il a dû lâcher toute la Torah, c'est pas possible. Comment tu peux à la fois conjuguer les deux, c'est pas possible. Regardez la force de Yosef 1 et de regarder les priorités qu'avait mis Yosef dans sa vie. Vous avez compris? C'est marqué, il y a Gemara dans Yuma qui dit que Yosef il mangeait kasher en Égypte. C'est marqué, on verra dans la paracha de Vayechi, que la Barachi rapporte, il dit que quand il a voulu, et en voyant son père se dégrader physiquement et il perdait toutes ses forces, alors il a dit, son père Jacob a demandé à ce qu'on amène les enfants de Yosef. Yosef a apporté ses enfants pour les bénir. Il a voulu les bénir, et là la Shekhinah, la présence divine s'envole. Il dit, mais qui sont-ils, qui sont-ils pour que la présence divine refuse que je les bénisse? Il a dit, basé, je les ai eus basés par cela. Par quoi? Rachid, basé par la Ktuva. C'est-à-dire qu'il a écrit une Ktuva à sa femme. Il a tout fait selon la loi, quoi. C'est-à-dire qu'il faisait toutes les mitzvot. Incroyable.
Ils n'ont jamais, il a mangé cachère dans toute cette période. Il s'est revendiqué juif. Il a dit je viens d'Eretz à Ivry, mais il n'avait pas peur de dire d'où il venait. Il a été capable de même d'arriver à faire dire à Paro. Mais si quelqu'un il a Ruach Elohim, l'esprit divin de Dieu comme toi, mais à qui tu parles? D'abord, comment il a eu le courage de lui parler de Dieu déjà. Tu parles à un idolâtre carrément. Tu te retrouves devant un pharaon. Parce que tu vas voir, je sais pas moi, le président de la République et tu lui parles de Dieu, machin. Et tu te vantes d'être un hébreu, d'Israël. Vous avez compris? Tellement convaincant il était, même Paro il a dit, mais il y a En Chacham et Damon Kamocha, il n'y a pas plus intelligent que toi. Si Dieu il t'a donné ce pouvoir, il n'y a pas plus intelligent que toi, mais c'est logique, pourquoi? Parce qu'il a compris que derrière Yosef, il y avait Hachem. Il y avait Hachem, ça veut dire que tu es Dieu tout pouvoir, tu peux tout savoir. Vous avez compris? Et c'est ça qu'il a vu. Et donc il a réussi à convaincre Paro de dire Yesh bo ruach Elokim bo. Il a l'esprit d'Hachem en lui. Quoi. Mais pourquoi Yosef? Parce qu'il a tout le temps gardé la Torah. Il n'a jamais rien lâché, aucune concession. C'était très très compliqué. Même quand la femme de Potiphar essaie de le séduire, ouais, qu'est-ce qu'il a dit à cette femme? Il a dit, tu sais, dans cette maison, il n'est pas plus grand que moi. Ton mari, il m'a fait une confiance aveugle. Il m'a tout donné, il m'a tout confié. Tous ses biens, ses richesses, c'est moi qui les gère. À part ça, je ne suis pas dans n'importe quelle famille. Parce que je suis tombé dans une famille de ministres. Il était ministre de Pharaon quand même. Il dit la seule chose qui nous sépare entre toi et lui et moi, c'est toi. Ouais, parce que tu es sa femme. Et après ça, tu veux que quoi j'aille avec toi et que Khatatil Elohim, j'aurais fauté vis-à-vis de Dieu. Et Rachid expliquait qu'un Ben Noir, quelqu'un qui respecte les lois de Noir, ouais, comme elle devait respecter les lois de Noir, l'adultère est interdit. Ça va? C'est-à-dire, encore une fois, vous avez dit Khatatil Elohim, j'aurais voté vis-à-vis de Dieu. Ça, c'est ce qui est marqué dans la paracha. Ce qui est marqué dans le Midrash, c'est qu'il a aussi argumenté en expliquant que tu sais, on est un peu spéciaux dans notre famille. Pourquoi? Parce que Hachem, il s'adresse à nous. Il a été parlé à Abraham, mon grand-père. Il a été parlé à Yitzhak. Ouais. Mon grand-père, mon grand-père Yitzhak et mon père aussi, et moi aussi. Moi aussi, Hachem, il m'envoie des messages. Et donc, je ne vais quand même pas perdre ce privilège parce que je veux aller avec toi. Ça va? Vous avez compris ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a fait en fait? En fait, il a contrebalancé un désir. Mais tout ça avec un désir. Ça veut dire que si quelqu'un il est très désireux de faire une avéra, une faute, ouais, très très fortement, qu'est-ce qui peut l'empêcher de la faire? Mais jamais la raison va empêcher la personne de réaliser sa passion. Jamais. Ouais, parce que Dieu, c'est marqué dans la Torah. Mais là, il faut être capable d'argumenter à l'inverse. Ça veut dire que non pas de savoir ce qui est marqué, de savoir ce qui est faux, mais d'argumenter en se disant, voilà, j'ai tous les avantages, comment je vais trahir ton mari, comment je vais... vous avez compris, il m'a fait confiance, j'ai toute sa confiance, et j'aurais honte de le voir comme ça, en sachant qu'il m'a donné tous les privilèges que j'ai, aveuglément, il m'a donné tous ces biens que je gère, etc. Je ne pourrais pas. Vous avez compris ce qu'il fait? C'est-à-dire son honnêteté intellectuelle, son honnêteté dans sa faculté à vivre avec les gens, sa faculté à reconnaître le bien, etc. Tout ça sont des valeurs. Et c'est ces valeurs-là qui l'ont empêché de faire la faute. Vous avez compris? C'est-à-dire que pour refouler un désir, il faut avoir aussi des émotions qui vont contrebalancer. Soit c'est la reconnaissance du bien, soit ça veut dire que j'ai la confiance de ton mari, soit je ne pourrais pas le voir en face alors que j'étais avec toi, je ne pourrais pas, c'est impossible. Vous avez compris ce qui se passe? Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Et c'est ça qui va contrebalancer. Vous avez compris? Ça veut dire qu'on doit rendre la connaissance émotionnelle. Et à la fin, dernier argument, il a dit j'ai fauté vis-à-vis de Dieu. Alors que moi, j'aurais mis ça au début. Et bien lui, il a mis à la fin. Pourquoi? Parce que la faute vis-à-vis de Dieu, c'est une relation qui est rationnelle avec Hachem. Tu dis j'ai fauté, c'est marqué dans la Bible, j'ai fauté vis-à-vis de Dieu. Mais Dieu, c'est une notion rationnelle. Par contre, je sais que je suis reconnaissant vis-à-vis de ton mari, il est en face de moi. Je sais qu'il a toute ma confiance et j'ai la sienne. Vous avez compris ce qui se passe? C'est-à-dire qu'il faut être capable de cristalliser dans la réalité quelque chose qui va nous aider à ne pas tomber dans le piège de la faute. Et ça, c'était Yosef. Vous avez compris? C'est ça, c'était Yosef. C'est quelqu'un qui est quelqu'un qui gouverne ses passions, ses désirs, etc., qui est maître de soi-même, en fait. C'est ça. Et il dit ça, cet homme-là, ouais, cet homme-là, il est resté maître de lui-même, et parce que il avait des valeurs, parce qu'il y avait la Torah derrière tout ça. Ouais. Et c'est ça qu'il a respecté. Et c'est pour ça qu'Hachem, il va l'aider. Et tout ce qu'il fait, il réussit. Parce qu'Hachem l'accompagne dans toute forme de décision personnelle. Mais tout ça, pourquoi? Parce qu'il a tout le temps envie de représenter Hachem quelque part dans toute action qu'il fait. Il a tout le temps envie d'être un vecteur de la volonté d'Hachem dans tout ce qu'il va faire. Et Hachem va l'utiliser. Il va le prendre, il va l'envoyer en Mitzrayim, en Égypte, et c'est là qu'il va nourrir toute la terre. Et c'est lui qui va organiser, entre guillemets, l'exil qui va se passer beaucoup plus tard.
Vous savez ce qu'a fait Yosef? On verra plus dans la paracha de Veïchi, là-bas, dans la paracha de ici. Il va faire déménager les gens, ouais, etc. Il va demander de faire la Brit Mila. Pourquoi? Parce que les Hébreux qui vont arriver, bah, ils font la Brit Mila, c'est ce que j'espère, et que au moins ils se retrouveront pas étrangers là où ils vont être. Parce que tout le monde est étranger de toute façon. Vous avez compris ce qu'il a fait? Il a enrichi l'Égypte. Mais ils sont venus, c'était la plus grosse puissance mondiale. Mais il a enrichi, pourquoi il s'est acharné à enrichir l'Égypte? Il a tellement enrichi l'Égypte que même les habitants égyptiens qui n'avaient plus de quoi manger, il a dit, ben, vendez vos terres. Ils ont vendu leurs terres. Après, ils se sont vendus eux-mêmes. Ils se sont vendus eux-mêmes. Ils sont vendus on va dire comment dire, les esclaves, on va dire, entre guillemets, de Pharaon. Les propriétaires. Il est devenu propriétaire de toute la terre, mais de tous les habitants. C'est incroyable. Pourquoi il a fait tout ça? D'abord, on explique pourquoi il a fait ça. Juste parce qu'un jour, Hachem, il a promis à Abraham qu'on sortirait avec de grandes richesses. Yetsu Verechouj Gadol. Qui c'est qui va réaliser cette promesse? Il dit, mais c'est mon rôle. Je veux réaliser la promesse qu'Hachem avait faite à Abraham. Et parce que si je ne le fais pas, alors, comment ça va se passer plus tard, j'en sais rien. C'était le but qui s'était fixé. Ça veut dire que Yosef, il avait compris qu'il avait un but, mais tout ça parce qu'il le fait, non pas pour soi, ouais, pas pour avoir la gloire, ni pour avoir la fierté d'eux, mais il le fait parce qu'il sait que derrière, il y a une volonté divine. Il vaut mieux s'accompagner d'Hachem que de se séparer de lui. Il vaut mieux savoir être bien accompagné, et le meilleur accompagnement qu'on peut avoir, c'est d'avoir la Emouna, d'avoir Hachem avec soi. Vous avez compris? C'est pour ça qu'il y a des très grands tzadikim, ils font des brachot, mais Hachem, tout ce qu'un tzadik il est gozer, il décrète, Hachem il réalise. Mais comment c'est possible? Mais des choses des fois improbables. Tu dis, mais comment c'est possible? Le type, il est malade, je sais pas quoi, et des miracles, il s'en est sorti, les médecins n'ont rien compris, il n'a plus rien, quoi. Mais comment c'est possible qu'Hachem, il écoute les décrets des tzadikim? Parce que ce sont des gens qui se donnent complètement pour les autres, et c'est des gens qui ont Hachem en permanence avec eux. Mais grâce à quoi? Grâce à l'étude de la Torah. Tout le temps, vous voyez, Yosef, dans son exil personnel, il a tout le temps jamais lâché la Torah. Il voulait savoir, Yaakov, est-ce que vraiment, il est vraiment dans la Torah ou pas? C'est ça qui m'intéresse. Il fallait qu'il lui envoie un siman, un signe. Il a dit, je vais t'envoyer. Le moment où on s'est arrêté d'étudier, c'était à ce moment-là. Cette étude-là, on s'est arrêté là. C'est ça qui m'intéresse. C'est ça qui va écrire noir. Et là, il a revécu. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Donc la Torah nous dit que donc, il a eu cette promesse et donc ils sont partis en Mitzrayim, en Égypte. Et ensuite, on nous cite les enfants de Yaakov Avinu. Et après, c'est marqué comme ça. Donc, il se dirige vers l'Égypte. Ouais. Et là, c'est marqué comme ça. Ve'et Yehuda shalach lefanav. Yaakov Avinu, il a envoyé Yehuda devant lui, qui l'a précédé. El Yosef vers Yosef, lehorot lefanav. Goshna, vayavu artsa kenan, artsa goshen. C'est quoi les horot? Hein? Les horot, avec un he. Les horot. Maintenant, ora'a, c'est quoi une ora'a en hébreu? La Torah, c'est une ora'a, c'est-à-dire un enseignement de loi. Ouais, la ora'a, c'est la loi en fait. Les horot, c'est la loi. Mais là, le Targum Ankelos, il ne traduit pas comme ça. Il dit Vayat Yehuda Shalar Kadmoi Levat Yosef les Pana'a. Les Pana'a, c'est pour libérer l'endroit. Il a dit va là-bas en Égypte et trouve-nous un endroit où on va vivre. Il dit devance-nous, pars en avant, ouais, et va chercher un endroit où on va vivre en Égypte. Comme ça, il a traduit le Targum, qu'est-ce que ça veut dire les Horot? Ça veut dire vas-y, va au-devant de nous et prépare-nous le terrain et va là-bas et trouve des appartements pour chacun. On est 70 personnes, il faut des logements, il faut des. Voilà. Voilà ce qui est marqué. Rachid traduit comme ça aussi. Les Horot qui est Targumo, les Fanot Lomakom. Pour libérer l'endroit, les Horot Er Ityashev Sham. Pour faire savoir, ouais, entre guillemets, où est-ce qu'on va s'installer. Quand on part quelque part, on envoie un émissaire, on dit bah tiens voilà, on va partir à Paris, essaie de voir où est-ce qu'on peut le mieux habiter, est-ce que l'appartement est bien éclairé, est-ce que c'est bien fréquenté, est-ce qu'il y a des banques, est-ce qu'il y a un poste à côté, est-ce qu'il y a des grandes surfaces, voilà, on cherche un endroit où vous vivre, ouais, c'est ça, on veut vivre, ouais. Donc c'est ce qu'il a dit, ça c'est l'explication première. Midrash Agada, ça c'est l'explication, c'est le chat, le sens littéral. Maintenant Midrash Agada, le Midrash Agada, donc Midrash Tanchuma, il dit, non, les Horot, les Fanav, c'est quoi les Horot, les Fanav? Il dit les taken lo bet at Talmud. Chez Misham Tetse Ora. Il a dit va là-bas et va ouvrir un bet à Talmud. Ça veut dire une maison d'études. Et de cet endroit sortira la loi. Deux explications. C'est quoi les horot? Oui. Soit ça veut dire prépare le terrain. Voilà, essaie de nous trouver des appartements. Voilà, on est 70 personnes. Ouais, entre les femmes, entre les couples et les enfants, etc. Oui. Il dit va là-bas et va trouver une maison dans laquelle on va se loger. Ok. Ou alors il a dit non, les horot, c'est va ouvrir une yeshiva.
va ouvrir un centre d'études. Pourquoi? Parce qu'il faut absolument que si les gens ont des problèmes malachiques, eh ben, ils sachent qui consulter et où trouver la solution. C'est ça qu'il a demandé. Ça va? Deux explications. Soit un centre d'études, soit un endroit. Hein. De ce qu'on vient de comprendre, de ce qu'il a expliqué, ouais, on a bien compris que Avraham, Israël et Jacob, ils avaient tout le temps, tout le temps, tout le temps l'étude en tête. Ouais. On sait bien que Avraham, il est parti à l'Aïshiva de Shem Ever. Oui, c'est marqué là-bas. À quel âge il est parti à l'Aïshiva? Vous savez à quel âge il est parti? Non? Hein? 40 ans? À l'Aïshiva? Hein? Vous savez ou pas? 3 ans, à l'Aïshiva. Un peu jeune. Alors écoutez-moi bien. La Gemara dans Sanhedrin, elle dit il y a eu 2000 ans de Tohu. C'est-à-dire 2000 ans, le monde va durer 6000 ans. Comme ça, c'est marqué dans le Gemara. Le monde va durer 6000 ans. On est en 5780. Maintenant, ça va durer 6000 ans. Il y a eu 2000 ans de Tohu. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de Torah, il n'y avait rien du tout. Après, il y a eu 2000 ans de Torah et il y aura 2000 ans de Mashiach. Ça veut dire une période, c'est-à-dire à partir de 4000 ans, normalement le Mashiach il pouvait venir. Vous avez vu qu'on attend depuis longtemps le Mashiach. Mais ça veut dire que c'est marqué 2000 ans de Tohu. Maintenant, c'est marqué dans Psachim, dans Psachim, elle dit combien il y a de générations entre la création du monde et le don de la Torah. Vous savez combien de générations? Il y en a eu 26. 26. Ouais, 26 générations. Mais là-bas, vous savez où c'est marqué? Vous savez, quand le Shabbat, avant Baruch She'amar le Shabbat, ouais, on dit Odou Lachem Kitov. Michel Bervar. Exactement. Combien il y en a? Il y en a combien de Michel Odou Lachem Kitov et Chazo? Combien? L'Agma dit qu'il y en a 26. Pourquoi? Parce qu'en vérité, le monde ne pouvait pas subsister sans la Torah. Alors c'est un chesed, c'est une bonté de Dieu qui a fait que pendant les 26 générations, on a pu vivre sans la Torah. Le monde ne peut pas subsister sans la Torah. C'est Bechesed que ça a pu exister. Alors on dit 26 fois qu'il a l'âme chasdo. Parce qu'il y a eu 26 générations, dit l'Agma dans Psachim, à la fin de Psachim, entre la création du monde et le jour où on a reçu la Torah. À partir du moment où on a reçu la Torah, on a reçu en 2000. En l'an 2000 de l'ère hébraïque. En l'an 2000. Il est né en quelle année, Avraham Avinu, vous savez ou pas? En quelle année il est né? Vous savez? Hein? Combien? Combien? 48. Razak, en 1948, ça vous rappelle rien? Il est né en 1948 de l'ère hébraïque. Incroyable. Voilà, pour vous en rappelier, c'est l'État d'Israël. Mais il est marqué en 1948. Donc, en l'an 2000, il avait quel âge? 52 ans, Razak. 52 ans. Donc, 52 ans. Il avait 50 ans quand il est rentré à la Yeshiva. Parce que l'ère de Tohu, il a duré jusqu'en l'an 2000. Et l'an 2000, lui, il a eu 52 ans. L'ère de la Torah. C'est comme ça qu'il a eu comment dire, dit l'Agma, comme ça Rachid l'amène dans Sanhedrin, qu'il a eu l'intuition, l'envie de rentrer. Donc, il est parti à la Yeshiva de Shem Ve'ever. Mais il faut savoir, il faut que vous sachiez, mesdames, messieurs, que la Torah existait, en vérité. Elle a existé depuis toujours. La Torah. Parce qu'un jour, on t'aura. Non, pourquoi elle existait? Elle a existé depuis toujours. Pourquoi? Parce qu'en fait, Adam Arishon, il a reçu la Torah. Oui? Où est-ce que c'est marqué dans Rashi, vous vous rappelez? Est-ce que Noir, il connaissait la Torah? Ça vous dit quelque chose ou pas? Vous qui étudiez Rashi toutes les semaines. Hein? Là-bas, c'est marqué dans Rashi qu'Hachem, il a dit à Noir, tu vas séparer les animaux purs et impurs. Mais est-ce que ça existait, là, les animaux purs et impurs? Alors Rachid dit, mais là, ça n'existe pas. Pur, impur, avant le don de la Torah, ça n'existe pas. Donc il dit, de là, on apprend que Noach, il connaissait la Torah, qu'il a apprise de Adam Arishon. Et après, il a transmis la Torah à ses enfants, Noach. Il a transmis à Shem, qui était son fils, et Ever, son petit-fils, etc. Ils ont ouvert la yeshiva de Shem et Ever. Et donc là-bas, Abraham a été étudié, comme Yitzhak, après la Hakedat Yitzhak, il est parti à la yeshiva. Et Yaakov, il est parti à la yeshiva pendant combien d'années? Chazak ou Balour. Pendant 14 ans, il est parti à la yeshiva. 14 ans, ouais. Et là-bas, c'est marqué Vaishkav Avankamaou. Quand il a rêvé, vous savez, le fameux rêve de l'échelle, là. Là, il est marqué Vaishkav. Vous savez quoi, Vaishkav? Il s'est couché. Rachid dit là, il s'est couché. Mais avant, il ne s'était pas couché pendant 14 ans. Ça veut dire qu'il a étudié la Torah de toutes ses forces. Et il dormait même pas sur un lit. Il dormait sur la table. Il se réveillait, il dormait, il se réveillait, il dormait, il se réveillait. Vaishkav. Regardez dans quelle intensité d'étude de la Torah ils avaient. Mais ça a été de tout temps comme ça. Toujours comme ça. Ça a toujours été de tout temps. Ouais. Et les enfants de Yosef aussi, leur ont appris la Torah. Qu'est-ce qu'il a demandé à son fils Yehuda? Quand tu pars en Égypte là-bas, prépare-nous à Beth Midrash. Parce qu'il n'y avait que la Torah. Il a eu très peur que son fils Yosef, il ait perdu la Torah, il ait perdu tout. Il est tout perdu, vous avez compris? C'était la Torah, il fallait tout. Il étudiait tout le temps, tout le temps, tout le temps, sans arrêt. Mais non,
qui était intéressant, c'est qu'il a dit deux choses. D'après le sens littéraire, il a dit prépare-nous un appartement, une maison, des maisons. Et d'autre côté, il a dit prépare-nous l'étude. Mais j'ai fait exprès pour vous parler de ça, pour vous dire qu'il y a Yehuda, évidemment, qui connaissait son père. Yehuda était Avbedin, c'était le chef des tribunaux. Ah, il était aussi dans la Torah, vous avez compris. Donc c'est évidemment que l'essentiel, c'était la Torah. Ouais. Ça veut dire qu'il fallait tout le temps, c'était l'étude de la Torah. Pourquoi c'est très important? Parce que l'esprit juif, il se traduit essentiellement dans l'étude. Vous voyez, on dit que les juifs, c'est des hommes du livre. Hein, c'est ça. Vous savez que c'est tellement fort, c'est tellement puissant que les Coréens du Sud, ils sont partis carrément dans les grandes yeshivot en Israël. Ouais, parce qu'ils ont dit les juifs, ils sont très très intelligents, c'est pas normal. Ils sont hors normes. Non, ils ont dit comme ça, les Sud-Coréens. Et ils ont été, j'ai vu l'interview, ils ont interviewé des Bachorim de la Yeshiva de Ponyovitch, Obdemrak. Ils ont dit, mais qu'est-ce que vous étudiez, comment vous étudiez? Ils ont compris que, en fait, les Juifs sont très intelligents parce que ça fait plus de 2000 ans qu'on étudie la Torah. Et il dit, mais nous aussi, on veut devenir comme des Juifs intelligents. Alors, ils ont institué des cours de Gemara. En Corée du Sud, ouais. Vous avez compris ou pas? Parce que la Torah est profonde, parce que la Torah est complexe, parce que l'étude de la Gemara, c'est complexe, ouais. Et donc, ils ont dit, mais leur intelligence, elle vient de là, évidemment que c'est ça. Vous avez compris? Oui, ouais, mais ça, c'est connu, hein, c'est connu. Bah, vous regardez sur Internet, vous allez voir. Sur YouTube, vous allez voir. Ils ont créé des écoles d'études, carrément. Bien sûr. Parce que parce que la Torah rend intelligent. Elle rend intelligent. Donc, elle rend intelligent, et en plus de ça, donc, on va traduire ça comme, comment dire, d'être structuré mentalement. Évidemment que la Torah, elle aide beaucoup. Mais il faut savoir que l'intelligence, elle vient pas de nous. Oui, quand on dit dans la prière, ouais, Ata chonen l'adam dat, Ata chonen l'adam dat, l'intelligence, elle vient pas de nous, elle vient de Dieu. Quand on dit, ah, j'ai compris. Mais donc, qu'est-ce qui a déclenché le fait de, tiens, j'étais perturbé, j'ai pas compris, et tout d'un coup, tiens, que ça s'est éclairé. Mais qui c'est qui m'a éclairé? Mais c'est Hachem. Évidemment, vous avez compris. Et donc, on sait que la Torah, la Chochma, elle vient d'Hachem, elle vient d'Hachem. Et donc c'est ça. Donc évidemment que on ne peut pas être juif caché sans étudier la Torah. Vous avez compris? Et il faut que ça soit une priorité. C'est ça que je vais vous expliquer. Que en fait on n'a pas forcément grandi comme ça. On n'a pas été habitué à penser comme ça. On n'a pas mis dans l'ordre des priorités. Nous, l'ordre des priorités, c'était que nos enfants fassent des études, qu'ils aient une subsistance suffisante, qu'ils puissent être rassurés d'avoir une bonne parnassa. Voilà, il faut qu'ils fassent le plus haut, ils arrivent au plus haut dans leurs études. C'était la préoccupation, oui. Mais en vérité, quand on y réfléchit objectivement, bon, bien sûr qu'il faut travailler, bien sûr qu'il faut, mais dans l'ordre des priorités, qu'est-ce que va te procurer ton travail? Ben, il va te procurer un salaire. Mais pour payer quoi? Là où tu vas vivre. Il faut bien que tu payes ton loyer, il faut bien que tu payes comment dire, de la nourriture pour ta femme et tes enfants, il faut bien, voilà, on est des hommes responsables, ouais, et des femmes responsables, donc on sait bien qu'il faut bien gagner sa vie pour vivre, c'est normal, oui, non? Mais pourquoi faire en vérité? Même si je vais accumuler toutes les richesses que je peux imaginer ou même pas imaginer, ces richesses-là, elles vont rester où? Elles vont rester là. Donc quand on va partir avec quoi? Avec des dollars. C'est pour ça que les Américains, quand ils font la prière le matin, qu'est-ce qu'ils disent? À dollar Meler, à dollar Malach, à dollar Imloch, Non, on va pas partir avec, je vous rassure, ni les maisons, ni les trucs. D'accord? Mais avec quoi on va partir? Avec nos mitzvot. Mais est-ce qu'on a cette priorité en tête? Et combien de temps on a de temps pour s'occuper de ça? Vous avez compris pas? Qu'est-ce que je veux dire à mes enfants? Vous avez compris? Le problème, c'est ça le problème de l'assimilation, c'est qu'en fait on n'a pas mis en avant la Torah. On n'a pas envie, parce que qu'est-ce qui nous définit? Comme les gens me disent, ah non, mais moi, vous savez, je fais une sélection, machin. Je lui dis, t'es juif ou pas? Il me dit, bien sûr, bien sûr. Mais d'où tu sais que t'es juif? Je dis, parce que ma mère est juive. Je dis, mais si ta mère est juive, d'accord, je veux bien, mais d'où tu sais qu'on transmet le judaïsme par la mère? Il dit, je sais pas, c'est comme ça. Non, c'est marqué dans la parasha de Tranan, ouais, que Hachem, il a dit qu'il avait peur qu'on devienne idolâtre, et que ça, et tu vas donner ton fils à cette femme, et il va être son fils. Donc on voit que si un juif, il épouse une femme qui n'est pas juive, l'enfant, il est plus son enfant, il est l'enfant de cette femme. À l'inverse, que si le non-juif, il va épouser sa fille, eh ben on l'appellera son fils à elle. Machma qu'on apprend d'ici, de là qu'on apprend, ça va être Hanan, qu'on est juif par sa mère.
Alors je lui ai dit, si tu respectes ça, parce que tu es juif, parce que la Torah te l'a dit, sinon comment tu as reçu? Alors ça, tu respectes. Par contre, le reste, tu respectes pas, c'est pas normal. Bah, sois honnête. Soit tu respectes rien, soit tu respectes quelque chose, mais tu peux pas être juif sans considérer que le judaïsme, il se passe par la Torah. Qu'est-ce que je veux dire à mes enfants? Il faut dire à la synagogue pourquoi il faut venir. Bah, je sais pas, c'est comme ça, on a l'habitude, on a toujours écouté. Mais on va devenir des traditionnalistes en vérité qui, au fond, ne sauront jamais pouvoir expliquer ce qu'on fait en fait. Et nos enfants, comment ils vont comprendre, ils vont s'engager dans quelque chose qui n'est pas conventionnel, ou qui n'est pas quelque chose qui a une réalité en soi, qui a une. Vous avez compris? D'un côté, si je mettais en balance la vie que je vais vivre sur Terre, je sais pas combien on va vivre, ouais, et vous parlez d'éternité. Le Olam Abba, c'est l'éternité, on est bien d'accord. Donc quand je mets en balance, je mets l'éternité sur un plateau de la balance, et je mets la vie qu'on va vivre, on va vivre 120 ans, allez, je suis généreux, ça va? Qu'est-ce qui va peser plus lourd à votre avis? Mais quand est-ce qu'on s'occupe de notre éternité? C'est ça le problème. Vous avez compris? Jacob, il a compris depuis longtemps, et les Avot ont compris depuis longtemps, que l'essentiel, il faut mettre des priorités dans sa vie. Et ça va se voir en vérité. D'accord? Et donc, tu vas dire qu'on devrait s'engager. Tu dis, ah, mais qu'est-ce que je peux faire? Alors, je veux bien faire tes chouvas, je veux bien m'arranger, mais c'est trop tard. On a un certain âge, on ne veut pas avancer, c'est pas évident. Mais non, cette vie qu'on mène, en fait, c'est pas forcément une vie qu'on a choisie. C'est peut-être des fois des vies qu'on a subies. Donc Hachem, il peut même me demander et me dire, ah, mais t'as vu le niveau que t'as, tu t'es réveillé trop tard. Bon, on a des exemples où on voit Rabbi Akiva, il était complètement ignorant. C'est sa femme qui l'a envoyé à la yeshiva. Ouais. Mais bon, il avait 40 ans. Il est parti 12 ans étudier à la yeshiva. C'est sa femme qui l'a envoyé. Et elle a été déshéritée par son père. Parce que quand lui, il a su qu'elle a épousé un paysan qui était Rabbi Akiva, il dit, on est des nobles ici, c'était un grand notable, Calva va savoir. Un grand notable. Et donc il était immensément riche. Et quand il a su que sa fille allait épouser un homme pareil, il dit, mais je te déshérite. Mais elle a vu un potentiel exceptionnel chez cet homme. Elle a dit, pars, Zil, va, Bérav, dans la maison de Rav, dans la maison du Beth Midrash de la Yeshiva. Il est parti 12 ans, il a quitté sa femme pendant 12 ans, il a étudié. Et l'Agma le raconte dans Nedarim aussi, dans Sanhedrin, donc tout vote. L'Agma dit là-bas hein, qu'il y a un rachat, un voisin qui est venu la voir, il dit, tu te rends compte Thomas, comment il t'a abandonné, d'abord il n'était pas fait pour toi, voilà ce qu'elle lui raconte. Et lui Rabbi Akiva, il revenait, il entend ça, cette discussion entre ce voisin et sa femme. Et elle lui dit, il entend sa femme lui dire à cet homme, écoute, s'il pouvait m'entendre mon mari et repartir 12 ans, je serais la femme la plus heureuse du monde. Et Agmar a dit qu'il n'a même pas été voir sa femme, il n'est même pas rentré à la maison, il est reparti directement à l'Yeshiva. Et 24 ans plus tard, après qu'il soit parti pour la première fois, il revient avec 24 000 élèves. Et là, hein, 24 000 élèves, il est revenu avec 24 000 élèves, les fameux 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Et là, hein, et toute la ville l'a reçu, ils ont fait un caveau extraordinaire. Ouais. Et là, son beau-père arrive, et il voit son gendre. Il voit son gendre qui arrivait à un tel niveau de Gdoucha et il lui dit, alors qu'il avait déshérité, il avait fait le vœu de déshériter sa fille. Et alors son sœur Rabbi Akiva dit, mais si tu avais su que je serais devenu un Gavra Rabbah, un très grand Tamid Racham, tu aurais accepté de m'épouser? Il dit, mais même si tu connaissais un Pérec, je t'aurais accepté. Un chapitre de la Torah, j'aurais accepté, mais tu connaissais rien. Et après ça, il a enlevé ce vœu qu'il avait fait sur lui. Ouais. Et c'est comme ça qu'il est. Mais regardez d'où il est parti, où est-ce qu'il est arrivé, Rabbi Akiva. Il n'y a pas un endroit dans le chasse où on n'est pas posé que la lara comme Rabbi Akiva. C'est-à-dire qu'on ne doit pas avoir peur, soit d'arriver quelque part, c'est pas grave, mais de toute façon, je pense que l'essentiel, c'est l'attachement. Ouais. Quel ordre de priorité je mets dans ma vie. C'est très important de mettre un ordre de priorité. Oui, c'est ça qu'il a. Et donc, ça peut passer que dans l'étude. Il faut avoir peur de ne pas savoir. Il faut avoir peur de se tromper. Vous savez, c'est très subtil, des fois les tsarins, ils nous trompent, soit parce qu'on n'est pas connaisseur, on a des méconnaissances incroyables, soit parce que tout peut s'interpréter de façon fausse. Ouais. Mais où est-ce que les maîtres se trouvent? Où est-ce que la vérité se trouve? Alors on étudie la Torah pour comprendre ça, ouais. Pour savoir que ça c'est vrai et ça c'est faux. On a fait plein de cours pour expliquer la subtilité de l'interprétation d'un événement. Ouais, pour vous dire que des fois les Tsarins ils nous manipulent, mais c'est extraordinaire. Mais ça, il faut avoir en tête qu'il n'y a que la Torah qui nous aide. Maintenant, on n'a pas la prétention de dire qu'on va comprendre. Mais grâce à Dieu, si on est avec Hachem, Hachem il nous éclaire. Ouais. Pas au chocolat, hein, il nous éclaire. Il nous éclaire.
Il nous éclaire pour nous dire, voilà, pour être cohérente et cohérent, vous avez compris qu'on ait la bonne vision des choses, on ait les bonnes lunettes pour voir. Mais ça, on n'a pas la prétention de dire qu'on a tout compris ou on va tout savoir. Mais dès l'instant où on s'attache à Hachem et la mitzvah et la Torah, ouais, c'est ça qu'on va. Et donc pour ça, il faut un centre d'études. Il faut que j'habite dans un endroit qui soit proche d'un centre d'études. Il faut que je me consacre un peu de temps. Vous savez, la Gemara, elle dit dans Shabbat, Dafzaïn, elle dit là-bas, hein, la flamme est dans Shabbat. Et dans Sarin Dafzaïn, la Gemara dit que Trilat Madon chez la dame. La première chose qu'on fait quand on interroge quelqu'un qui est décédé dans le Gan Eden, la première chose qu'on demande, est-ce que tu as été Kovea Itim la Torah? Est-ce que tu as fixé un temps d'étude? On t'a pas demandé ce que tu as étudié. On n'a pas dit ce que tu étudies. Non. Fixer un temps. C'est quoi la différence entre étudier ou fixer un temps d'étude? Étudier la Torah ou fixer un temps d'étude, c'est quoi la différence? La rigueur. C'est de la rigueur. La rigueur, ça veut dire... Hein? Quand je dis, voilà, j'ai dit, tiens, ce soir il y a un match. Bon, mais c'est pas grave, on étudiera demain. Ou alors je vais m'arranger pour étudier plus tard, mais voilà, j'ai consacré un moment donné d'étude de la Torah dans la journée. Non, on veut que tu fixes. Ça veut dire que tu décroches ton téléphone. Mais ça montre quoi? Ça montre l'amour de la Torah. Ça montre l'importance de la Torah. Fixer un temps d'étude, ça démontre quelque chose de très fort. Est-ce que tu as fixé ce temps d'étude? Il y a des gens, c'est des grands chefs d'entreprise. Et il décroche le téléphone, machin, il dit voilà, j'ai un rave qui va venir, il me donne cours et j'étudie avec lui, voilà, mais je décroche tout. Voilà, je suis déconnecté du monde, mais c'est le seul moment que j'ai. Ça montre l'amour de la Torah. Et donc, quelque part, ça veut dire que la première question qu'on nous pose, c'est celle-là. Est-ce que tu as fixé un temps d'étude? Deuxième question, est-ce que dans Satam et la Tata Beimouna, est-ce que quand tu as fait du commerce, tu as été honnête? Et la troisième, est-ce que Tzipita et Yoshua, est-ce que tu as espéré fortement la délivrance de l'exil? Sortir de cet exil, le Mashiach, voilà. Tzipita Yoshua. Mais ça veut dire, vous avez vu que la première question qu'on nous pose, c'est celle-là. Est-ce qu'on a fixé un temps d'étude? Ouais. Est-ce qu'on a fixé un temps d'étude? Ça veut dire qu'on doit mettre ça en priorité dans nos vies, ça fait partie de nos vies. C'est quelque chose qui s'est oublié au fur et à mesure du temps, c'est vrai. Mais de tout temps, les gens, ils étaient dans la Torah. Toujours, toujours, c'était la priorité des priorités, c'était l'étude de la Torah. Oui, c'est comme ça que c'est marqué. Vous savez, il y a une Gemara dans Brachot de la Flamédée qui dit, il y a une discussion là-bas, hein. La Gemara, elle dit que c'est marqué dans le Kriyat Shema, dans la lecture du Shema. C'est marqué Vea Savta de Ganecha. Et tu rassembleras ton blé. Hachem, il a promis que si on fait les milades, il va pleuvoir, il y aura de la pluie, je ferai pleuvoir sur la terre, et tu rassembleras ton blé, tes récoltes. Oui. La Gemara demande Matalmud Omar, qu'est-ce que ça nous apprend que tu dois rassembler ton blé? Ben évidemment, s'il pleut, tu dois rassembler ton blé, je ne vois pas ce que ça vient nous apprendre. Demande la Gemara, qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Alors là-dessus, la Gemara explique, elle dit comme ça. C'est marqué Lo Yamush Sefer HaTorah Zem Mipicha. Ne quittera jamais ce livre de la Torah de ta bouche. Alors il a dit, c'est marqué dans la Gemara, Yachol Kirtavam. Peut-être il faut comprendre littéralement, ça veut dire jamais tu dois t'arrêter d'étudier. Yachol, voilà, Lo Yamush Sefer HaTorah Zem Mipicha, ça veut dire que, est-ce que littéralement ça veut dire qu'il faut jamais lâcher, voilà, il faut que tu trouves tous les moyens de pouvoir étudier la Torah toute la journée, quoi. Et marqué, va Savta Neganecha. Tu rassembleras ton blé. Mais comment c'est possible de rassembler son blé et à la fois dans le Beth Midrash? Alors là-dessus, il a dit, Rabbi Ishmael, Inaeg Baen, et coutume avec elle, Rachid dit les livrets Torah, Minag Derech Eretz, la coutume de travailler. Le Derech Eretz, c'est le chemin de la terre. Ça veut dire que tu dois travailler en parallèle avec ton étude. Comme ça, il a expliqué la contradiction des versets. D'un côté, c'est marqué Loyavu, c'est faire un Torah de Pira. Tu ne dois pas quitter la Torah de ta bouche. D'un autre côté, c'est marqué que tu dois être dans les champs. Comment tu peux être à la fois dans les champs et au Beth Midrash? Il faut se cloner alors, c'est pas possible. Alors il a répondu, ouais, c'est pas contradictoire. Il faut faire les deux. Comme ça, il a traduit Rabbi Ishmael. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit, mais c'est pas possible. Comment expliquer que tu dois pouvoir à la fois être dans les champs et dans ton Beth Midrash? C'est pas possible, pourquoi? Parce que si tu dois être présent dans les champs pour labourer, tu dois être présent dans les champs pour semer, tu dois être dans les champs pour cueillir, tu dois être dans les champs pour casser le grain, tu dois être dans les champs pour vanner ton grain. Torato Matialéa. Qu'est-ce qu'est venu la Torah? Tu vas passer plus de temps dans les champs que dans la Torah, comme il a dit. Donc c'est pas possible d'expliquer que de rassembler son blé, il fallait vraiment passer plus de temps que ça dans les champs, c'est pas possible. Et Torato Matialéa, qu'est-ce qu'elle veut dire sa Torah, comme il a dit? Alors il dit non. En vérité, si quelqu'un il a pris sur lui le joug de la Torah, ouais, le travail sera fait par les autres. Il y a marqué Vayavu Zarim, viendront des étrangers,
Verraout sonechem, et feront paître vos troupeaux. Par contre, ce qui est marqué, tu rassembleras ton blé, ça c'est quand on ne fait pas le Ratson Hashem. On ne fait pas la volonté de Dieu, qu'on est obligé de faire le travail par soi-même. Incroyable. Il a dit, et pire que ça, vers le Hod, et même que quoi, hein, il va être le type qui n'a pas pris sur lui le jour de la Torah, il va faire le travail des autres, carrément. Ouais, et marqué vers Avdut Oivechem, et vous servirez vos ennemis. Bon, alors là on explique, donc il y a une discussion de savoir ouais, quelle priorité on met dans l'étude et dans le travail. C'est ça la marque de la discussion. Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit surtout, si tu as confiance en Dieu, tu verras que ta parnassa, elle va venir par les autres, tu n'as pas besoin de te casser la tête. Et l'autre il dira, mais non, c'est pas possible. Ouais. Donc ça veut dire qu'il y a une discussion de savoir, ça veut dire quoi va safta deganecha, tu rassembleras ton blé. Est-ce que c'est une obligation de rassembler son blé, d'aller travailler pour vivre, ou bien non, c'est quand tu fais pas la volonté d'Hachem. Alors en vérité, c'est pas ça. En vérité, qu'est-ce que ça veut dire? Là-bas, Tosfot il explique, il dit que il n'y a pas vraiment de marloquette de discussion entre Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Ishmael. Parce que l'Agma a expliqué là-bas hein, que Abaye, il a dit il y en a beaucoup qui ont fait comme Rabbi Ishmael, c'est-à-dire qu'ils travaillaient et ils étudiaient la Torah, vers Alta Beyadan. Et ça a fonctionné pour eux, ça a marché. Et il y en a beaucoup qui ont essayé de faire comme Rabbi Shimon Bar Yochai, et Lo Alta Beyadan, de toujours étudier sans travailler, et ça n'a pas fonctionné. Et sur ce, l'Agba dit, à Rava, il disait à ses élèves, ouais, même que lorsque vous venez chez moi, il a dit, je ne veux pas vous voir ni au mois de Tishri, ni au mois de Nissan. Quand vous venez à l'Eshiva étudier la Torah, je ne veux pas vous voir ni au mois de Tishri, ni au mois de Nissan. Pourquoi? Parce qu'au mois de Tishri, ben, on fait les vendanges, et au mois de Nissan, on commence à récolter le fruit du travail de... Il dit pourquoi? Parce que si vous travaillez pendant ces 2 mois-là, vous pourrez vous permettre de vous libérer pendant 10 mois. Ouais. Parce qu'il y a 2 mois où il faudrait être dans les champs, etc. Mais le résultat, je ne veux pas vous voir. Ça veut dire qu'Abaye et Rava, ils ont dit que la vraie solution, c'est de partager son temps entre le travail et l'étude. C'est ça qui est marqué. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'il veut? Donc, ils n'ont pas retenu l'opinion de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ça veut dire pourquoi? Parce qu'il est marqué Arbe Assou. Beaucoup ont fait. Beaucoup ont fait. Ça veut dire que beaucoup ont fait et n'ont pas réussi, mais il y en a peut-être une minorité qui a réussi. Ça veut dire que ce que dit Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est réservé une élite. Une élite de personnes. Tout le monde n'est pas capable de pouvoir faire ça. Ou n'a pas le mérite d'être dans la Torah de façon permanente. C'est un mérite spécial, ouais. C'est ça que Rabbi Shimon Bar Yochai a dit. Si tu prends sur toi vraiment sincèrement la Torah, tu verras que tu pourras arriver à ça. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai, c'était quelqu'un de spécial aussi. Vous avez compris? Et pour expliquer qu'il y a 2 styles de personnes. Comment il explique le Maharsha? Il dit comme ça. Le Maharsha, c'est un commentaire du Chasse. Il dit là-bas comme ça. Le premier paragraphe, c'est marqué Ve'ahavta, tu aimeras, et Hashem Elokecha. Dieu, Hachem. Bechol, levavecha, de tous tes cœurs. Bechol nafshecha, de toute ton âme. Ufrol, c'est quoi meodecha? De tous tes moyens, de tout ton argent. Et dans le deuxième paragraphe, c'est marqué Vayem Shamot Shmo Midotai Shanochim Savetrem Ayom Lehavai Tashem Lekrem Ul Ovdo Bechol Levafrem Ufrol. Il manquait pas meodechem. Pourquoi il pas marqué meodechem? Et de tous vos moyens, c'est pas marqué. Alors là, Balak m'a dit qu'il y a des gens, leur argent, il est plus important que leur vie. Ça veut dire comme ça. Quand tu dis à quelqu'un, écoute, tu veux pas étudier à l'Yeshiva? Je dis, oui, mais comment tu vis à l'Yeshiva? C'est pas facile, on ne gagne pas beaucoup d'argent, etc. Tu vois. Le type, il est prêt à sacrifier sa vie. Hein. Il peut mourir en Kiddush Hashem, ça ne le dérange pas. Il peut donner tout son cœur pour Dieu, ça ne le dérange pas. Mais donner son argent, c'est compliqué. Parce que c'est toute la vie. Ouais. Maintenant, qui est-ce qui est capable de faire ça? Quelqu'un, comme ça, le Rambam, il explique dans les Chot, Yovalot, du Yovel. Là-bas, il dit, le Rambam, il dit que les Lévi'im, ils n'ont pas participé au charbon de Mitzrayim, c'est-à-dire au fait des travaux forcés en Égypte. Les Lévi'im. Ils ont toujours étudié la Torah. Il dit, mais c'est pas réservé qu'aux Lévi, c'est réservé à tous ceux qui donnent leur cœur pour l'étude de la Torah. Que Hachem il les aide, etc. Et que, ça veut dire que ce que voulait dire le Maharsha, c'est d'expliquer, il y a 2 paragraphes, parce qu'il y a 2 styles de personnes. Il y a des gens qui sont capables d'aimer Hachem de tout leur cœur en âme et leur argent. Mais c'est réservé à une élite de personnes, comme Rabbi Shimon Bar Yochai. Et c'est même l'inverse. Ils ont tellement l'amour de la Torah, ces gens-là, que quand tu lui dis, mais comment tu vis simplement, je rentre chez toi, je vois que tu as des meubles en plastique, des chaises en plastique. Pourquoi ils s'en fichent?
Parce que qu'est-ce que tu veux? Que quoi? J'aille travailler plus encore pour arrêt. Tu dis, mais tu ne souffres pas d'avoir une table en plastique, ça va, ça te dérange pas? Je dis, mais le contraire me dérange. Parce que si je dois aller travailler encore et encore pour gagner de l'argent, et puis pour pas pouvoir étudier la Torah, c'est pas possible, j'arriverai jamais. C'est l'enfer pour moi, c'est trop dur. Vous avez compris ce qui se passe? Ça, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est des gens qui ont un tel amour de la Torah que c'est l'enfer qui est l'inverse. Alors que tu dis, mais non, mais c'est ton équilibre. Qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Ishmael? Il a dit, il faut travailler, il faut. Pourquoi? Pourquoi faire les deux? Parce que l'équilibre, il faut jamais oublier que tu as un corps et tu as une neshama. Donc, le travail, ça va permettre de soutenir ton corps. Et ta neshama, c'est à l'étude de la Torah. Donc, le véritable équilibre, c'est ça. Ouais. Tu vas nourrir les deux. C'est ça, oui. Alors que l'autre, il dit, non, non, il est complètement consacré. C'est l'inverse. C'est une tellement grande souffrance pour sa neshama de ne pas étudier que son corps, il va être subordonné à son désir spirituel. Et ça, c'est des gens qui sont cool au Kodesh. Ça veut dire des gens qui sont complètement investis dans l'étude de la Torah. Oui, des très grandes sadikim, c'est ça. Maintenant, pourquoi je vous ai dit ça? Parce que c'était la préoccupation comment dire, de Yaakov Avinu. Il fallait un centre d'études. Il faut que ce soit la nôtre aussi. Voilà, je travaille, etc. Mais j'ai pas peur de penser que un jour je vais me retrouver au Gan Eden et qu'est-ce que je vais devenir? Si vous avez l'occasion de regarder dans le Pirkei Avot, le Pirkei Avot, c'est marqué là-bas dans le premier Pérek, qui est la Mishnah Tetzaïn, Tetvav Tetzaïn, c'est marqué Shama, il a dit, Shammai, il dit assez Toratra Keva. Fais de ton temps d'étude de la Torah Keva, fixe. Ouais. Vemenartecha Arai. Et ton travail secondaire. Ça veut dire qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Je fais des deux, mais. Où est-ce qu'est l'essentiel de ta vie? Tu dis tu vas au boulot, etc. C'est bien. Mais quand tu sors, ouais, il faut que tu sortes et que tu dises voilà, il faut que la vraie préoccupation ça soit ça. Et il dit là-bas un truc un peu dur à entendre, mais il dit comme ça. Il dit si quelqu'un il a le désir, tout le temps, quand il rentre du boulot, quand il machin, il dit voilà, je vais ouvrir un sefer, un livre de Torah, je vais apprendre la halakha, même si je l'ai en français, j'apprends la halakha. Mais pour lui, c'est une priorité. On ne parle pas de son niveau d'étude, on parle du désir. Alors, au Gan Eden, il dit comme ça, hein, au Gan Eden, il sera dans la priorité du Gan Eden. Alors que si quelqu'un, il a fait des mises il n'a pas fait d'avérod, il a mérité le Gan Eden. Mais pour lui, la Torah, c'est secondaire, il va se retrouver tafel, secondaire au Gan Eden. Vous imaginez ce que ça veut dire? C'est la conception qu'on doit avoir, c'est de mettre en place une priorité dans sa vie. Même si on n'est pas Tamit Racham, on n'est pas une très grande sadéquette, etc. Mais il faut savoir que c'est une priorité. Et c'est ça qui nous permet d'avoir la conscience de la priorité au Gan Eden. On va quitter ce monde un jour à 120 ans, et ben on va arriver au Gan Eden, on sera dans la priorité du Gan Eden parce que c'est ça qu'on voulait. On voulait le seul attachement qu'on peut avoir avec Hachem véritable, c'est l'étude de la Torah. Et donc c'est ça, c'est ce désir profond et prioritaire qu'est la Torah. Et c'est ça qui nous donne le droit d'être en priorité là-bas. Oui. De mériter le Gan Eden, c'est une chose, mais dans quelle position j'aurai au Gan Eden? J'en sais rien du tout. Ça va? Et bien celui qui considère que la Torah est importante à ses yeux, il va se retrouver devant. Et celui qui pense que c'est secondaire, ça va, quand j'ai le temps, quand j'ai le temps, je travaille toute la journée, mais quand j'ai le temps, si je peux, quand je pourrai, celui-là, il va être tafel, ça veut dire qu'il va être au fond de la classe. C'est incroyable, hein. Alors qu'il a mérité le Gan Eden. Vous avez compris? Ça veut dire que la priorité de la Torah, c'est très important. C'est pour ça et c'est ça qui va rester. Quand on rentre à la maison, nos enfants, ils vont voir aussi ça. Pour ça ici, dans le texte de la Torah, c'est marqué les Horot. Il a voulu montrer. Ouais. Il a montré quoi? Il a dit, va chercher un appartement. Il a dit, va faire un centre d'études. Mais dans l'appartement, c'est quoi l'appartement? Vous avez remarqué que, bizarrement, on fait Hanouka Tabaït. Ça veut dire qu'on inaugure une maison. Ouais. Comme on a inauguré, par exemple, le Misbéach, le Mishkan. Ouais. C'était important ou pas? Très important. On a fait venir les chefs de tribu. Ils ont apporté un korban. On a lu toute la paracha de Hanouka, c'était ça. Ouais. Et aussi, on a invité Aaron à Cohen, on a invité Moshe. Donc c'était Hanouka Tamizbeach. Rachid dit c'est quoi Hanouka? Ça vient de Chinour. Et Chinour, ça vient le démarrage, le début. Comme ça dit Rachid, dans la paracha de Shoftim. Maintenant, nous, on fait Hanouka Tabaït. Pourquoi on fait une inauguration d'une maison? On va inaugurer, on va inviter des gens, on va lire le Zohar, on va lire les Mishnayot, on va lire la Torah, etc. On partage, vous savez, ce livre de Brit Yitzhak, là, et chacun lit un passage, etc. Et on mange, on fait des brachot, etc. Oui, mais pourquoi on doit inaugurer une maison? Et la première chose à faire quand on rentre quelque part, en Israël par exemple, tout de suite, ils rentrent dans les cartons, ils font le Hanouka Tabaït. Tout de suite. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Entre nous. Entre nous. Tout ce que vous faites et tout ce que vous êtes, ça s'est construit où? À l'école?
en cours de maths, en cours de géographie, en cours de physique. Ça s'est construit. Présac. Ça veut dire comment papa il s'est comporté avec sa maman, comment il se comporte avec nous, quelles sont les midotes, quelles sont les priorités qu'il a mis en avant. Mais tous les repères qu'on a, c'est ça les repères. C'est la maison. Il faut inaugurer ça, c'est très important. Ça veut dire que l'essentiel de notre existence se passe entre les quatre murs de cette maison. Ma référence, c'est mes parents, c'est mes frères et sœurs, la fraternité, c'est fondamental. Les qualités humaines, les vertus, c'est fondamental. Ça s'inaugure, ça, vous savez, c'est très important. C'est un petit peu notre bête amigdash, mais c'est là que ça se passe. Est-ce qu'on est des bons parents avec ses enfants? Est-ce qu'on respecte nos parents? Est-ce que c'est des valeurs fondamentales qu'on va construire entre les quatre murs de notre maison? Alors ça s'inaugure. Voilà. Alors il a dit, Yaakov, il a dit à son fils, va nous préparer des maisons. Ça veut dire, il faut qu'on soit quelque part. Mais quand je suis quelque part, la première question que je me pose, c'est pas, tiens, regarde s'il est bien aéré, l'appartement, s'il est bien éclairé, ouais. Regarde s'il y a une grande surface à côté, regarde s'il y a la banque, regarde s'il y a la poste, regarde s'il y a... Et s'il n'y a pas de synagogue, on ira se plaindre au consistoire. Il dit alors, vous n'avez pas mis une synagogue, mais je voulais habiter là, moi. J'ai dit, il fallait mettre une synagogue. Je dis, ouais, d'accord. Ou alors il fallait mettre un bêta midrash. Je vais voir le rabbin à 30 km, je dis, mais pourquoi vous étiez là? Il fallait venir là, nous on habite là, nous. Et je vais me plaindre, etc. Je sais pas, oui, mais au lieu d'avoir dit, à vous d'avoir choisi un endroit qui t'a plu, d'abord regarde où est-ce que se trouvent les écoles juives. Où est-ce que se trouve ton centre d'études? Est-ce qu'il y a une synagogue dans ton quartier? Et après, tu verras si vraiment tu vas trouver un appartement bien éclairé. Mais est-ce qu'il est où l'ordre des priorités? Et où tu mets la priorité? Dis-moi la vérité, où tu mets la priorité? Tu dis, bah, moi, je cherchais un bel immeuble, un appartement, puis après, bah, si on a la chance d'avoir une synagogue à côté, bah, tant mieux. Tu vois, mais après, sinon, bah, c'est pas grave, on ira à pied, puis bah, c'est pas grave, on met en voiture, c'est pas grave. Mais non, c'est pas ça qu'il fallait que tu fasses. Parce que tout ce que tu vas construire dans ta vie, qu'est-ce que tu vas dire à des enfants? Tu dis, bah, on a choisi cet appartement parce qu'il était bien éclairé. T'as vu la belle vue qu'on a là? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse avec? Ouais? Mais c'est pas ça que tu dois lui dire. Si tu veux qu'il reste juif, qu'est-ce que tu vas lui dire? Comme il y a des gens, ils ont dit à leurs enfants, écoutez, les enfants, on est juifs à la maison. En dehors des juifs, mangez ce que vous voulez, faites ce que vous voulez, tout ça. Et après, on s'énote, le type, après, il dit, bah, j'ai pas compris, tu nous as dit, mais bon, un juif, ça veut dire quoi, juif? Ça veut dire que si on ne l'est pas à l'extérieur, ça veut dire on est des Portugais, des Espagnols. Bah, c'est pas vrai, j'ai épousé une Portugaise. Tu m'as dit, quand tu me dis que dehors, on est comme tout le monde, bah, je passe plus de temps dehors qu'à la maison, hein, je te rassure. Hein. Mais c'est pas ça qu'il va lui dire, mon chéri. Après, tu dis, ah, mais après, il va y avoir les rabbinim, essayez de nous aider, sauvez-nous. Bah, mais de quoi tu parles avec tes gosses? L'ordre des priorités, vous avez compris? C'est ça qui est très important, qu'on soit clair dans tout ça, et que c'est ça qu'il a voulu dire, Jacob. Prépare ta maison. Va nous installer quelque part. C'est pas pour nous trouver un appartement qu'il a dit ça. C'est de dire que tout ce que vous allez construire à l'intérieur de ça, c'est ça l'essentiel de votre vie. Mais ça, c'est pas possible s'il n'y a pas la Torah aussi dehors. Ouais, c'est comme ça. Si tu es dans un quartier où il n'y a pas de Torah, vous voyez, il y a des grandes villes dans le monde où il y a des synagogues extraordinaires, hein, des monuments fantastiques. Hein, vraiment, c'est-à-dire qu'il y a eu un judaïsme très très fort et très, très intense. Qu'est-ce qui reste de là? De tout ça, il reste quoi? Ben, vous allez à Budapest, c'est une choula, une beauté. Vous allez à Amsterdam, un truc de malade. Vous allez à Venise, vous allez partout. Mais il y a du judaïsme là-bas? Il n'y a plus rien. Il n'y a même pas Milan à Rome. À Rome, c'est la synagogue de Rome. Magnifique, oui non? Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? Hein? Mazal tov, Mazal tov. J'ai compris, mais qu'est-ce qu'il y a là-bas? C'est du tourisme, tourisme. Il n'y a pas de... C'est pour trouver Milan, il faut se battre, quoi. Mais pourquoi c'est comme ça? Parce qu'à la maison, on ne parlait pas de Torah. Il n'y avait pas de Torah. Donc les gens, ils ont dit, ben, on n'a rien à faire ici. Il n'y a pas d'ancrage. Il n'y a rien qui nous a... Alors il y a eu un ancrage extraordinaire un jour, mais ça a disparu parce qu'on n'a pas su transmettre. On n'a pas su transmettre les valeurs, vous avez compris? Hein? Mais encore une fois, à cause de quoi? Tu crois que c'est parce qu'ils avaient mis autres qui ont les pogroms? C'est ça le problème. C'est pas évident, c'est pas évident. C'est-à-dire qu'on sait bien que c'est marqué dans les Midrashim. Mais ça veut dire quelque part, même si c'est un niveau particulier, mais il y a quelque part quelque chose qui nous rappelle que il faut que ça soit une priorité. C'est ça qui nous fait vivre. C'est ça qui va faire, qui va entretenir nos enfants dans la Torah et dans le judaïsme. Qu'est-ce que tu vas défendre? Quoi? T'as rien à défendre. Donc il faut que je parle de ça avec mes enfants, il faut que ça soit clair. Comme il y a le Rav Jacobson, qui a écrit un livre sur le chinour, sur l'éducation des enfants. Il a raconté, lui il était directeur d'une école, il a raconté, il a dit, il y avait un enfant qui avait baissé dans l'étude de la Torah, dans une école juive. Ouais.
Et bon, il a convoqué l'enfant, il dit qu'est-ce qui se passe, ton niveau Kodesh, il va pas du tout. Et bon, il a discuté avec lui. Après, il a convoqué son père. Ouais. Il a dit, vous savez, vous avez vu les notes de votre fils, dans la Gemara ça va pas, dans la Mishnah ça va pas, dans le Chouma ça va pas. Il y a un problème, il y a un problème avec la Torah. Il dit, oui, j'ai remarqué, mais je sais pas, vous n'avez pas une explication. Je dis, je sais pas, j'ai rien à vous dire, je sais pas. Il a dit, je vais vous dire un truc. Un Shabbat, vous étiez à table, et votre fils, il voulait absolument dire un Dvar Torah à table. Et vous lui avez dit, écoute, écoute, avec plaisir, mais là, on a servi la dafina. On va quand même pas manger, on va pas manger froid. Ouais. Il dit après la dafina. Maintenant, écoutez bien. Il faut savoir qu'un enfant, c'est une feuille vierge. C'est vous qui inscrivez dessus quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'il a dit à son fils? Il a dit la priorité, c'est la daf. Et après, tu étudieras ton daf. Ayomi. Ouais. Il a dit d'abord la daf, après la Torah. Comme il dit, comme une maman, elle dit à ses enfants, elle dit à son fils en partant à l'école, il dit, chérie, ton goûter, tu l'as donné à ton copain. Si je te donne un goûter, c'est pas pour donner à tes copains. D'accord, tu manges ton goûter que je t'ai donné. Ton pantalon, tu es revenu hier déchiré. Écoute, fais attention à ton pantalon. Ça va? Tu vas pas le déchirer tous les jours. Et après, bon, il faut écouter le Rav quand il parle à l'école et tout. Il faut bien écouter. La Torah, il faut l'écouter. Donc elle a dit d'abord le goûter, après elle a dit le pantalon, et après la Torah. Il dit mais on ne se rend pas compte que la logique de l'enfant c'est de dire que la priorité c'est le goûter, après c'est le pantalon, et après c'est la Torah. On ne se rend pas compte, hein. Mais c'est cette logique-là qu'il faut éviter. Parce que si c'est prioritaire, tu mets en priorité les choses. Ça se voit. Un père qui rentre à la maison, il dit voilà, il va, ou il va sur internet, ou il va dans un cours, il montre à ses enfants que c'est ça, c'est ça sa vie, c'est ça sa vie, c'est l'étude, c'est les machins, c'est les mises et ça s'entend à la maison, ça se parle. Il y a beaucoup de gens qui ont gardé ça en eux et ils ont avancé comme ça, c'est comme ça, vous avez compris. C'est ça qu'il a voulu dire à Yaakov, il a dit à son fils, va, avance, prépare la maison, va faire un bétamidrash. Voilà, parce que c'est ça, c'est dedans. C'est le bétamidrash, la maison ne pourra pas se dissocier de l'étude. Donc il faut que ça soit clair, qu'il y ait un endroit où on puisse étudier, on puisse s'installer. Et c'est dans cet esprit-là qu'on va transmettre les messages de la Torah. Chazak ou Baruch. Avec plaisir.